mais j'ai l'honneur, le plaisir maintenant de vous présenter la prochaine surprise. Nous allons donner la parole à un député européen, Mounir Satouri, qui va nous rejoindre, qui nous a rejoindre, et nous allons ensuite vous parler de ce que fait donc de cet avis consultatif, de cette demande d'avis consultatif de la Cour internationale de justice. Lors d'un événement sur lequel je reviendrai tout à l'heure, en juin dernier, la mission diplomatique du Vanuatu était en ligne et c'est la nuit au Vanuatu. Ils sont quand même restés en ligne. J'ai l'immense plaisir de vous donner la parole. Monsieur Mounir Satouri, député européen, vert au Parlement européen. Merci, Émilie, et je te remercie énormément de m'avoir proposé de participer à votre rencontre aujourd'hui, et puis surtout d'avoir accepté d'organiser un événement au Parlement. J'en dirai un petit mot. Bon, moi, je vous parle à partir de la Seine-et-Marne. C'est un des 8 départements franciliens. La Seine-et-Marne a tout le potentiel pour participer à l'autonomie alimentaire de l'Île-de-France, et pourtant, ce département subit les pollutions liées à l'activité routière des différentes autoroutes qui le traversent, la pollution aérienne liée à l'activité de l'aéroport de Roissy, le lobby de l'enfouissement qui détruit des terres agricoles qui pourraient participer à notre autonomie alimentaire. Bref, un territoire où la mobilisation pour les droits des générations futures prend tout son sens. Et donc, c'est un vrai plaisir de vous parler à partir de là aujourd'hui. Je tiens à féliciter la Charte d'excellence de Normandie sur la paix et de tous ses participants aux travaux accomplis. J'accueillerai, je l'ai dit, un événement au Parlement européen au mois de novembre qui visera à inciter un maximum d'États membres de l'Union européenne à faire des soumissions à la Cour internationale de justice concernant l'affaire climatique initiée par le Vanuatu. Voilà, c'est dit. Évidemment, l'invitation est ouverte à toutes et tous. Nous le savons, vous le savez, malheureusement, la France a été condamnée le 3 février 2021 pour inaction climatique. Une victoire importante de toutes les militantes et les militants pour cette cause juste, et notamment les militants actifs au sein de l'affaire du siècle. La démarche du Vanuatu porte la bataille juridique maintenant devant la Cour internationale de justice. Et nous avons besoin que l'avis rendu par cette Cour soit un électrochoc pour tous les États, évidemment, mais surtout pour les États les plus responsables de ces émissions. Je travaille depuis 2019, depuis mon élection au Parlement européen, sur les droits sociaux, mais aussi sur le droit humain. Et j'ai la conviction profonde qu'il n'y a pas de justice climatique sans droit humain. Donc aussi, il est très positif que la question amenée par le Vanuatu porte non seulement sur les obligations des États envers les autres États, mais aussi envers les générations futures et les peuples et les individus. C'est aussi ça, le droit humain. On ne peut pas oublier évidemment le déséquilibre étatique dans les responsabilités climatiques. Les inégalités entre territoires sont extrêmes. Les États-Unis représentent à eux seuls 20,3% des émissions émises depuis 1850, suivi de la Chine à plus de 11%, la Russie 6%, et si on ajoute le Brésil et l'Indonésie et l'Allemagne, on arrive à plus de 50% des émissions. C'est dire que les responsabilités des uns ne sont pas complètement la responsabilité des autres, et le besoin de solidarité internationale qu'on doit avoir avec les pays qui ont le moins contribué à ce réchauffement climatique pour que la transition écologique ne leur coûte pas ce que le modèle consumériste, productiviste polluant leur a déjà coûté. Ne l'oublions pas, nous ne sommes pas en reste au niveau de l'Union européenne. Nous représentons 10% des émissions. Nous devons continuer les efforts. La double crise Covid et la guerre de la Russie contre l'Ukraine a remis au deuxième plan les enjeux climatiques, les enjeux du Green Deal. Il nous appartient, nous dans l'institution élue, mais aussi vous dans la société, de faire en sorte que cet enjeu ne soit pas perdu au profit de d'autres enjeux qui sont les enjeux sociaux et les enjeux de développement économique. Merci beaucoup de m'avoir permis aujourd'hui d'avoir la parole. Bravo pour le boulot que vous faites, que vous avez continué à faire. Et je suis ravi de participer à ma manière à cet enjeu et à ce défi. Merci, Émilie. À bientôt, Monsieur Satouri. À très À bientôt. bientôt. Bon Au revoir. dimanche. Au revoir. Au revoir.
Donc, vous l'avez compris, nous allons organiser tous ensemble. Donc, la mission diplomatique du Vanuatu a déjà donné une liste d'intervenants. Nous avons déjà aussi une liste d'intervenants, mais cela reste ouvert. Et j'aurai le plaisir aussi d'inviter des membres du cabinet de l'Ombudsman des générations futures de Wales, Marie Brousseau-Navarro et aussi Jacob Ellis. Donc, nous avons un événement à co-construire ensemble. Donc, rien n'est fini. Nous sommes partis pour un long moment à être tous ensemble. Je voudrais revenir sur quelques temps forts de la chaire d'excellence Normandie pour la paix par rapport au travail qui a été fait sur la ligne justice climatique sous la stratégie, le génie stratégique de Aline Ware. Tony Oposa avait donc organisé ce premier moot court avec David Forman à la Cour suprême de Hawaï en 2016. Ensuite, en 2018, nous nous sommes réunis en Hollande, et Margaretha Ververing qui était là, Anna Kanselis aussi, et Tony Oposa nous a gargarisé autour de ce projet de saisir la Cour internationale de justice d'un avis consultatif sur le climat, toujours dans la même lignée. Forte et inspirée par c'est un côté très visionnaire qu'il a, Tony Oposa. Inspiré par Tony Oposa, j'ai réussi ici à convaincre pour la création d'une chaire d'excellence Normandie pour la paix. Et le noyau dur de création de la chaire, c'était vraiment Tony Oposa et la campagne internationale de justice climatique. Et d'ailleurs, c'était sa leçon inaugurale lors de la création de la chaire qui a été rendue, qu'il a menée ici en septembre 2019 à la région Normandie, en présence de la presse, en présence du CNRS, en présence de représentants des différentes institutions qui portent la chaire d'excellence Normandie pour la paix, l'Université de Caen, la région Normandie et notamment son vice-président François-Xavier Priolo, auquel nous devons tant et tout, pour être tout simplement sincère, nous lui devons absolument tout à François-Xavier Priolo qui nous a laissé vraiment les commandes en pleine liberté scientifique pour œuvrer pour ce message de paix avec la Terre et de promotion des droits des générations futures. À peine la chaire créée en septembre 2019, donc à l'issue du second Forum mondial Normandie pour la paix, nous sommes allés avec Tony Oposa à la COP Climat qui s'est tenue à Madrid. Et là-bas, il a réalisé un side event sur le projet de saisir la Cour internationale de justice de cet avis consultatif et nous y avions rencontré Solomon Yeo. Mais je reviens un peu en arrière. En septembre, juste après la leçon inaugurale qui s'est tenue ici en Normandie, nous avons décollé ensemble avec Tony Oposa pour New York. Et là-bas, Tony Oposa a fait la tournée de grandes universités telles que Pace University, Columbia, également le centre Sabine Center of Climate Justice. Nous sommes allés à Harvard présenter cette communication. Nous sommes allés au Boston School of Economics. Et donc, il a gargarisé, il a alerté, il a mobilisé, il a inspiré les plus grandes écoles aussi aux États-Unis. Après, donc, nous sommes allés à la COP Climat à Madrid, où un side event entier était dédié à ce sujet. Il a ouvert cet événement. Et après, la consigne de Tony Oposa était vraiment de laisser le lead à la jeunesse qui avait ici un plaidoyer absolument historique et formidable à mener. Notre aide a été très humblement de soutien, d'aide pour organiser des webinaires que tout à l'heure Aline Ware a évoqué, pour soutenir la publication, pour soutenir des traductions, notamment la dernière que j'ai proposée, que c'était en langue arabe, parce qu'on publie en anglais, en français, en espagnol, mais la langue arabe était encore longtemps mise de côté. Et donc, soutenir, si possible, à des voyages, soutenir aussi pour que le mouvement français What You for Climate Justice puisse se développer. Donc, un soutien en coulisses et une diffusion la plus large possible. Et donc, l'un des temps forts dont je suis infiniment fière avec Aline, on va peut-être en parler, c'est lorsque, avec Christopher Bartlett, nous avons ensemble organisé à l'hôtel Hilton devant les Nations Unies, le siège des Nations Unies, nous avons organisé un événement de haut niveau avec la mission diplomatique du Vanuatu, à savoir la mission permanente du Vanuatu à l'ONU à New York, ainsi que la mission permanente du Costa Rica à l'ONU à New York. Nous avons ensemble créé un temps fort
qui allait couvrir les stratégies, les problématiques dont nous allons discuter maintenant dans les questions-réponses de cette saisine de la Cour internationale de justice au sommet de l'avenir. Aline, je te laisse mettre du temps. Peut-être qu'on répond questions-réponses et on terminera sur le sommet de l'avenir et notre événement. Merci beaucoup, Émilie. En ce qui concerne l'événement que nous avons organisé à New York en juin, nous nous sommes concentrés sur le fait de vraiment, cette affaire de porter le changement climatique devant la Cour internationale de justice et l'interconnexion entre ce processus et le sommet de l'avenir des Nations Unies. Et pour nous, ça, c'était vraiment très important. Donc, les droits des générations futures, évidemment, la chaire Normandie pour la paix en a fait son expertise, en a fait son point central, son élément central. Ensuite, donc, en ce qui concerne les droits des générations futures, ce sont des droits qui prennent de plus en plus d'ampleur. Et donc, je me suis inspirée de cette affaire de 1995 où nous avons porté l'affaire des armes nucléaires devant la Cour internationale de justice pour ouvrir ce sujet devant la Cour internationale de justice du changement climatique. Et donc, la décision finale de la Cour en ce qui concerne les droits des générations futures et donc les comportements qui vont impacter les générations futures, comme les armes nucléaires, donc les effets très destructeurs des armes nucléaires ne peuvent pas être contenus dans le temps et dans l'espace. Et donc, quand on pense aux impacts pour les générations futures, nous avons une responsabilité pour éviter cela, pour empêcher cela, pour empêcher ces armes nucléaires d'être utilisées. Donc là, nous avions cette expérience de l'affaire de la CIJ avec les armes nucléaires, sur la licéité et l'emploi des armes nucléaires, et nous avons discuté des problèmes qui auront un impact sur les générations futures. Et là, nous avons cette question du changement climatique qui, bien sûr, aura un fort impact sur les générations futures. Et donc, cela est aussi une opportunité pour clarifier ce point et pour parler non seulement des obligations négatives, mais de revenir à ce que dit le professeur Robinson, parce que le but de tout ça, c'est pas seulement de dire ce qui est mauvais, c'est-à-dire de mettre du carbone dans l'atmosphère, mais comment on peut faire maintenant, dans tout ce bazar, quelles sont les obligations des États, pas seulement des États d'ailleurs, mais de toutes les autorités régionales, les autorités à tous les niveaux, les entreprises, puisque tout cela est universel. Il y a donc des obligations de s'assurer d'adopter des politiques, des processus qui vont pouvoir supprimer cette menace pour les générations futures. Et bien sûr, c'est une affaire qui est extrêmement importante. Et la chaire Normandie pour la paix, particulièrement le professeur Émilie Gaillard, a un rôle majeur ici par rapport aux droits des générations futures. Et ces droits vont encore s'étendre et grâce aux résultats que nous accomplirons, que nous atteindrons avec la Cour. La Cour n'aura peut-être pas encore remis sa décision lors du sommet de l'avenir des Nations Unies, mais il y aura beaucoup de choses qui ont été déjà identifiées dans les soumissions, dans les propositions, et il y aura eu des auditions à ce moment-là qui auront déjà été conduites. Donc, plus on aura d'analyse, plus on aura de clarification, plus cela aussi apportera des contributions pour le sommet
de l'avenir avec un impératif très fort d'adopter des politiques au niveau international. Et évidemment, c'est difficile d'adopter certaines mesures au niveau international, mais il y aura donc des opportunités qui vont s'ouvrir et ensuite, tout cela sera promu, encouragé grâce au sommet de l'avenir. Donc, cette affaire devant la Cour internationale de justice ne doit pas être prise isolément. C'est vraiment une dynamique très importante. Et nous devons penser à qu'est-ce qui va se passer au niveau des mécanismes structurels pour qu'on puisse s'engager et continuer dans ces politiques pour nous assurer que cela aura un impact. Donc, le sommet de l'avenir, l'importance des parlementaires, bien sûr, cette décision sera rendue à l'Assemblée générale des Nations Unies et donc l'Assemblée générale des Nations Unies aura une responsabilité de répondre à cet avis consultatif et donc elle aura une responsabilité de s'assurer que les gouvernements vont aussi se conformer à cet avis consultatif. Il faudra que cela envoie un signal fort. Il faudra qu'il y ait aussi une mention de la remédiation. Il y aura plusieurs aspects qui devront être couverts. Et lors du sommet, nous aborderons tous ces points. Donc, voilà ma réponse. Je vais me tourner maintenant vers mes panélistes pour des éléments de clôture, car je pense que nous avons déjà débordé. Et s'il y a de dernières questions, évidemment, si vous êtes toujours en ligne, oui, je vois Yule. Yule, y a-t-il d'autres points, d'autres questions, d'autres points mentionnés? Oui, merci Aline. Merci à tous. Je n'avais pas encore remercié Émilie et la Normandie pour la paix pour leur invitation. Et merci. Je vais essayer d'être là, effectivement, d'être présente. Et c'est quelque chose qui est difficile pour nous chaque jour, effectivement. On a le droit, on a toutes les politiques, les idées, etc. Et on a vraiment hâte de travailler ensemble et de voir en quoi cela va nous être utile pour que chacun puisse trouver sa propre maison, sa propre demeure et comment cela peut être approprié et convenable. Donc, on veut vraiment soutenir ce qui va se passer, toutes ces initiatives et vous aider à vraiment encourager tout ce mouvement. Vous aider à propulser tout cela. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que c'est vraiment un travail qui est toujours en cours, qui doit être, que l'on doit continuer à mener. Et professeur Robinson, y a-t-il des commentaires de clôture, d'autres commentaires, remarques? Oui, en ce qui concerne l'avis consultatif, je pense qu'on peut faire, en même temps, on peut demander l'abolition de toutes les subventions aux combustibles fossiles. Ça peut être fait instantanément. On n'a pas besoin de législation internationale. Il suffit qu'une cour, un tribunal juge que cela soit anticonstitutionnel. Et ensuite, le juge peut faire une adaptation et peut montrer le dommage créé à cause du changement climatique. Il faut arrêter de subventionner les combustibles fossiles partout dans le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se passer rapidement. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se produire rapidement. Et bien sûr, la transition
pour qu'on arrête d'utiliser les combustibles fossiles, cela va prendre plus de temps. Et je dirais que c'est une sorte de course de relais. Quand on pense à nos ancêtres, nous sommes dans une course avec des relais et nous passons le relais à la génération d'après. Nous avons déjà fait beaucoup dans ma génération en ce qui concerne le droit de l'environnement, y compris dans les universités, etc. Maintenant, nous devons nous débarrasser du changement climatique et j'aimerais le faire rapidement, mais il faut voir comment on va le faire. Et la chaire Normandie pour la paix et la région Normandie ont été très importantes, ont joué un rôle très important dans cette course de relais parce que, comme Émilie l'a décrit, il fallait saisir ce moment historique et en travaillant avec la jeunesse partout dans le monde, avec ces universités d'été, en organisant ces mouvements de jeunesse. Et on voit le travail brillant, par exemple, de Nicole Ponce. Et cela fait partie de cette course de relais dans laquelle la chaire Normandie pour la paix s'est inscrite, ainsi que le CNRS et toutes les institutions qui se sont impliquées dans cette transition, pour amener cette transition dans notre histoire. Donc, je serais ravie de continuer à poursuivre nos discussions en ligne et de faire le suivi de toutes ces initiatives en ligne. Merci beaucoup, professeur Robinson. Oui, parfait, c'était un grand honneur. J'aimerais juste rajouter quelque chose à ce qu'a dit le professeur en ce qui concerne le droit de l'environnement et l'adaptation à ses ambitions en ce qui concerne l'avis consultatif de la Cour internationale de justice. Et bon, on pourrait impliquer aussi la Cour américaine des droits de l'homme. Et bravo pour tous vos accomplissements. Bravo aussi pour cette décision par rapport à l'État du Montana, cette décision historique qui montre que l'État du Montana a une responsabilité pour se débarrasser des combustibles fossiles et par rapport à l'environnement. Donc, on voit vraiment une transition, un mouvement qui est en train de se construire pour la planète, pour les générations futures. Donc, bravo, bravo, bravo à la chaire Normandie pour la paix, bravo à la jeunesse, bravo. Comme disait le professeur Robinson, tout ce travail, toutes ces avancées vont inspirer les prochaines générations, les générations futures. Merci beaucoup. Avant de rendre la parole au professeur Gaillard pour qu'elle puisse clore cette session, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont travaillé sur ces sujets, le professeur Tony Oposa, le professeur Robinson et particulièrement Madame Émilie Gaillard qui a travaillé dur et avec les experts, les étudiants, les militants, les jeunes qui se sont vraiment donnés à fond pour toutes ces causes et pour que vraiment nous ayons des résultats concrets. Ils se sont impliqués, ils ont aussi mené une réflexion, ils ont agi de façon éthique et cela a un impact considérable. Toute cette richesse, cette profusion de réflexion, de pensée. Et donc, vraiment, je remercie, je recommande vraiment tout ce travail remarquable qui a été effectué et nous apprécions vraiment cette capacité, cet engagement et la chaire Normandie pour la paix d'avoir mené ce processus, de l'avoir dirigé et conduit. Je vais maintenant redonner la parole au professeur Émilie Gaillard pour la clôture de ce temps fort de clôture de la chaire Normandie pour la paix. Merci beaucoup, Aline.
Merci au professeur Robinson. Merci, c'était un grand plaisir. Merci à Yule. Je pense que nous avons créé une grande famille et c'est juste le début. La chaire Normandie pour la paix a vraiment entamé un processus historique et je vais passer maintenant en français. Au terme de ces 3 jours de temps fort de clôture de la chaire d'excellence Normandie pour la paix, je rappelle que cette chaire d'excellence Normandie pour la paix a été créée à l'initiative de la région Normandie, c'est-à-dire qu'elle a été intégralement financée par la région Normandie pour porter ce message de paix et nous a sélectionnés sur le message de paix avec la terre et de promotion avec les droits des générations futures. La région Normandie, forte d'un héritage qui est une mémoire en raison de la Seconde Guerre mondiale, voit ces vétérans disparaître les uns après les autres et donc tenait depuis 2019 à tenir ces forums mondiaux Normandie pour la paix qui d'année en année deviennent de plus en plus importants, se nourrissent et qui d'année en année créent de nouvelles initiatives et fédèrent de nombreux prix Nobel de la paix. Je tiens à remercier infiniment la région Normandie pour François-Xavier Priolo, vice-président de la région Normandie, qui a eu la vision de cette chaire, pour sa confiance, pour m'avoir aussi étroitement associé à la direction scientifique de cette chaire. Je remercie tout particulièrement M. Antoine Petit, président du CNRS, du Centre national pour la recherche scientifique, qui nous a reçus en 2019 avec Tony Oposa lors du lancement de la chaire ici en Normandie. Je remercie infiniment l'Université de Caen et l'ensemble des institutions, que ce soit le président et les différents vice-directeurs, qui se sont tous notamment déplacés ici pour accueillir et ouvrir l'université d'été de la chaire d'excellence et qui ont, malgré des changements donc, de mandat, été réactifs et nous ont apporté leur soutien. Je remercie toutes celles et ceux qui se sont déplacés en Normandie, que ce soit aussi des caciques, ces chefs autochtones du Brésil, en délégation avec Planète Amazon. Je remercie les étudiants de l'université d'été. J'ai été très heureuse et émue de revoir ce documentaire préparé avec passion par Musadak Sultan, qui n'a pas compté ses heures et qui a fait 3 documentaires. Le premier a été diffusé hier à l'occasion de la restitution de nos travaux sur la boussole des possibles de Mireille Delmas-Marty. Le second a été diffusé aujourd'hui sur l'université d'été de la chaire d'excellence. Et le troisième sera un résumé de ces 4 ans. On souhaitait à l'origine le faire pour aujourd'hui, mais je me suis accordé un petit peu aussi du temps de repos. Nous avons donc passé 3 jours à revoir ensemble comment la chaire d'excellence, non seulement par sa structure qui n'est pas hiérarchique, on voit bien qu'il y a 3 codirections scientifiques, des couleurs différentes, des textures de diplomatie scientifique différentes, des attachements à former des avocats, des magistrats ou encore des défenseurs des droits de l'homme, on l'a vu hier. C'est une recherche qui a été imaginée, la feuille de route, avec professeur Robinson et Tony Oposa à l'université de Pace aux États-Unis. Et ensemble, nous étions autour d'une table pendant 3 jours, nous avons brainstormé, nous avons imaginé chacune des lignes de recherche. Et toutes ces lignes de recherche étaient quand même ont toutes été menées à bien, vont donner lieu à la publication d'environ une 15aine d'ouvrages qui sont tous actuellement en échange avec l'éditeur. Donc, vous allez encore entendre parler de la chaire Normandie pour la paix, même après sa clôture, car les ouvrages vont tous être publiés entre septembre et mars-avril 2024. Nous avons donc une collection très large d'ouvrages que nous laissons justement pour l'avenir, une collection d'ouvrages qui se veut durable. Nous avons élaboré des lignes de recherche sur le droit en train de se faire. C'est le credo du Collège de France, enseigner la science en train de se faire. Et je pense que la spécificité de la chaire Normandie pour la paix a été aussi d'aller sur des thèmes innovants. Les indicateurs juridiques de Michel Prieur, qui a été présenté la première journée, avec des ouvrages qui sont open access sur le site Internet. L'intuition de recherche était la suivante. Nous avons des indicateurs économiques pour comparer la bonne
santé économique des États, nous n'avons pas d'indicateur juridique pour vérifier si le droit de l'environnement est effectivement appliqué dans les États. Et ce travail a donné lieu à un ouvrage publié en anglais, en français et en espagnol, disponible en open source et diffusé au programme des Nations Unies pour la protection de l'environnement. Nous avons aussi placé cette chaire d'excellence sous le prisme de la décolonialité. Il y a un besoin de décolonisation de la pensée et des institutions. D'ailleurs, Nishan tout à l'heure disait que peut-être pour que le ICJ, il faudrait penser comment représenter les peuples autochtones. Je me demandais si la Commission mondiale pour le droit de l'environnement de l'UICN a pu être admise, est-ce que le collège des peuples autochtones de l'UICN pourrait l'être? C'est une question naïve que je poserai au professeur Robinson. Mais dans cette dynamique que l'on a mis par rapport à l'ouverture aux peuples autochtones, un travail absolument formidable a été mené. D'abord parce qu'on a organisé des rencontres avec les peuples autochtones, des rencontres mensuelles avec des peuples autochtones, parce qu'ensuite nous avons cherché à créer des kits pédagogiques. Ce sont les étudiants qui s'y sont mis, et je vous renverrai à la présentation d'Agathe Neveu qui a été absolument touchante, au travail absolument formidable et titanesque réalisé par Leslie Clou, non pas en 4 ans, mais en à peine 1 an et demi. Notre rencontre a été un peu tardive, mais elle a été faite au bon moment et elle a fait un immense travail également. Et je tiens à la remercier tout particulièrement parce qu'elle a été jusqu'à nous permettre d'organiser un événement au sein des Nations Unies lors du dernier forum permanent des peuples autochtones. Des publications en espagnol ont lieu aussi par rapport au processus de justice transitionnelle et la Colombie et les peuples autochtones. Et je vous disais que la chaire Normandie pour la paix n'a pas hésité à aller des fois explorer des champs de recherche hors zone de confort. Et c'est tout à fait le cas pour la ligne bioéthique que j'ai co-animée aux côtés d'Amandine Caillol et de Bénédicte Bévière-Boyer, que je remercie tout particulièrement. Nous avons travaillé sur le transhumanisme, nous avons travaillé sur le transanimalisme et sur la transterre, la géo-ingénierie. Et nous avons montré comment cette recherche vers une société de toute technologie couper le lien d'interdépendance avec la nature. Nous avons également fait un focus sur les conséquences environnementales de l'intelligence artificielle. Et donc, cette ligne de recherche de bioéthique a été extrêmement vive, fructueuse. Toutes les vidéos des webinaires et des colloques webinaires sont en ligne et les ouvrages sont en cours de publication. Et sur la géo-ingénierie, ce n'était pas quelque chose d'évident à organiser. Et il faut savoir que dernièrement, la Commission de droit international près de l'ONU a délivré une opinion aussi, un rapport, laissant entendre que la géo-ingénierie pouvait aussi porter atteinte aux droits humains. Donc, on voit bien qu'à l'heure actuelle, nous vivons un momentum de transformation, une grande dynamique de transformation, de métamorphose des droits, et c'est ce qui transparaît sur le site internet de la chaire. Lorsque vous allez lire la ligne numéro 1, on parle de la transformation des droits pour promouvoir les droits des générations futures, les droits de la nature, les droits des peuples autochtones, mais aussi les droits des animaux, avec une élévation du niveau de conscience qui a été formidablement mise en œuvre par Aloïse Ken. Aloïse Ken a organisé 2 grands colloques internationaux, l'un sur la sentience animale et l'autre sur les droits des animaux. Ouvrage déjà publié et ouvrage publié et tiré pour la 3e fois. Je lui souhaite de tout cœur une très belle suite dans sa carrière universitaire. Professeur Michel Prieur a également travaillé pour faire de la diplomatie scientifique auprès de l'OMS et animé une recherche sur One Health. Et la chaire a publié un livret avec tout son travail en anglais, en français, en espagnol, et tout a été envoyé aux délégués. Alexandra Aragao est professeure de droit de l'environnement à Coimbra, au Portugal, et a présenté sur l'innovation juridique responsable, l'innovation et la recherche responsable. Et en fait, cette recherche, elle est venue l'apporter, le proposer à la chaire, donc on l'a accueilli, nous finançons les actes finaux. Et en fait, on a compris son attrait pour la chaire parce qu'au final, la chaire elle-même est une expérimentation de ce qu'une chaire académique peut être et peut porter en innovation juridique
et en responsabilité, car parler de paix avec la Terre, parler de droits des générations futures, ça doit être inscrit dans une idéologie respectueuse des différences des cultures et des espèces. C'est un droit à vocation transgénérationnelle, mais bien évidemment trans-espèce, c'est-à-dire nous devons nous décentrer de l'humain et bien comprendre que notre respect va de pair, est intimement lié avec les autres espèces et tout ce qui vit. Et que c'est aussi transspatial. C'est une révolution scientifique. Nous sommes au cœur de cette révolution scientifique et nous avons un momentum historique. Alors, je sais que parmi vous, certains sont un peu tristes de voir la chaire s'arrêter. C'était déjà prévu pour 4 ans. Et évidemment que quelque part, la même chose aura vocation à renaître car nous vivons une période historique. Nous avons aussi dans la chaire une ligne dédiée à la boussole des possibles du professeur Mireille Delmas-Marty qui permet de donner à voir comment, dans une approche holistique, ce droit des générations futures joue-t-elle un petit souffle pour justement amener une mondialisation apaisée, ce qu'elle appelle une mondialité. Cette mondialité, qui est une mondialisation apaisée, qui respecte l'humain et qui respecte les autres espèces, doit, à mon sens aussi, s'accompagner d'un processus de décolonialité des droits. Quelque part, peut-être, pour faire écho à ce que disait Christina Vogt, peut-être que la chaire Normandie pour la paix sera un jour présentée comme Good Stories, qui tient tant à cœur à Tony Oposa. Et enfin, hier, j'ai eu l'immense plaisir de revenir sur le bilan du professeur Robinson, qui a mené tout au long de la chaire d'excellence Normandie pour la paix une recherche inscrite dans la diplomatie scientifique de haut niveau, c'est-à-dire l'organisation d'événements en table fermée, des organisations d'événements au contraire publics ou encore des missions à l'étranger comme à Stockholm +50. L'événement qu'il a organisé particulièrement au musée à Marseille, le MUSEM, avant le colloque mondial de l'UICN, a été un temps fort incroyable. La chaire d'excellence a donc effectivement fourni des moyens, mais le programme manié avec génie, les lignes de recherche de la chaire, les chercheurs et les personnalités qui étaient présentes à Marseille, ça a été un temps fort particulièrement vivifiant. Nous avons également été réunis à Mohawk Mountains House et ça a été aussi un temps fondateur. Et je pense que le professeur Robinson a cette vision de semer des graines d'avenir et qu'en fait, chaque événement qui a été organisé, au-delà du haut niveau intellectuel humain, initie un cycle vertueux et qui annonce d'autres événements. C'est ainsi que, grâce au professeur Robinson, j'ai pu rencontrer le recteur et doyen de la faculté de droit de l'Université de la paix des Nations Unies. Je remercie Narinder Kakkar pour son rôle absolument remarquable en ce sens. Et nous lançons l'appel à tous les collègues qui peuvent nous écouter à la co-création, soit d'un Erasmus Mundus ou alors pour les accompagner pour créer des programmes de master, de formation. Ces formations, finalement, on le comprend bien, le temps est venu, je ne sais pas si vous avez le même mouvement dans vos pays, mais en France, les étudiants, les ingénieurs des plus grandes écoles d'ingénieurs soit désertent, soit dénoncent lors de la cérémonie du diplôme de ne pas avoir été formés pour préserver la planète et d'avoir été formés aux mêmes techniques d'ingénierie non écologiques. Peut-être que le temps est venu de créer une grande école, un grand institut où on n'enseigne pas seulement la transition, parce que le temps n'est plus à l'enseignement des transitions, le temps est à l'enseignement du génie écologique, que ce soit le génie par rapport aux sciences dures ou aux sciences humaines. Le droit des générations futures est une toute petite branche. Il y a l'économie aussi que Tony Oposa avait proposé d'étudier les sciences économiques de la conservation, de la protection, de la restauration de la nature. On a besoin de finances qui soient placées sous ce paradigme écologique. Et j'en parlais dernièrement sur les réseaux sociaux, l'ingénierie elle-même.
Il y a la géo-ingénierie d'un côté, mais l'ingénierie écologique existe. Je vais dédier tout particulièrement pendant ce propos de clôture une pensée à mon père qui a dédié sa vie à faire des énergies renouvelables dans les années 80. Et dans les années 83-84, aux côtés de la reine du Lesotho, du ministre de l'Environnement du Lesotho, alors qu'il était fonctionnaire pour l'UNESCO, il a créé une petite usine de méthanisation, ce qu'on appellerait du low-tech aujourd'hui, parce que c'était un trou dans le sol, et il proposait aux paysans de placer le fumier dans ce sol. Il a raccordé chacune des maisons en toit de chaume et d'argile à ces canalisations. Et aujourd'hui encore, j'ai eu dernièrement des nouvelles, cette usine de méthanisation fonctionne. Donc, on voit bien que l'ingénierie écologique existe. Aussi, Sila Melkasmi, qui s'avère être ma meilleure amie du lycée, a eu un prix international pour de la chimie verte. Elle a inventé un processus pour rendre le bois imputrescible par de la chimie verte, c'est-à-dire un mélange d'huile, de citron et que sais-je encore, puisque la formule, bien évidemment, est secrète. Donc, il y a aussi, et mon message est le suivant, il y a au-delà du droit, il y a tout un immense travail à faire pour imaginer un enseignement de la vie durable sur Terre. Car de l'autre côté, il y a d'autres récits technophiles qui vont encore plus loin pour toujours faire plus d'extraction, pour toujours aller plus loin dans la transformation de l'humain, dans la transformation des animaux, dans la transformation de la Terre. Et il y a un moment donné, ces deux récits vont se rencontrer frontalement. Et si l'on veut garder les horizons de l'avenir ouverts, il est temps d'accompagner aussi dans l'enseignement ces transformations. Je remercie également tous les professionnels du droit qui ont fait confiance et qui ont travaillé avec la chaire d'excellence Normandie pour la paix. Je pense au Conseil national des barreaux, puisque le Conseil national des barreaux a adopté une motion sur le droit des générations futures. Nous avons travaillé plus d'1 an et demi, nous avons fait plus de 25 auditions, nous avons rédigé ensemble ce rapport. Les avocats de la commission prospective du Conseil national des barreaux sous la présidence de Sophie Ferry n'ont pas cessé de travailler, n'ont pas compté leurs heures. Je remercie également Anne Eastwood, alors qu'elle était haut-commissaire aux droits de l'homme à Monaco, pour son invitation et pour son engagement pour le droit des générations futures, puisqu'elle a réussi à réunir l'association francophone des médiateurs et des ombudsman à adopter une déclaration à Monaco pour le droit des générations futures. Je remercie tout particulièrement Antonio Benjamin qui m'a ouvert aussi les portes du Global Judicial Institute à plusieurs reprises pour présenter les travaux sur les droits des générations futures et ainsi partager une certaine analyse, c'est-à-dire l'approche transgénérationnelle des droits auprès des juges des cours suprêmes du monde entier. Je pourrais aller encore plus loin. Je remercie aussi les corps diplomatiques. Monsieur Bisson, qui était l'ancien attaché diplomatique auprès de la préfète de Normandie, qui, en coulisses, m'a énormément soutenue dès lors qu'il y avait des événements internationaux et qui, je sais, a suivi de près et de loin les activités de la chaire d'excellence Normandie pour la paix. Parmi les corps diplomatiques, un remerciement tout particulier à Sabine Vermillard, qui est chargée de la coopération à l'ambassade de France du Pakistan, pour son soutien pour la délégation pakistanaise à l'université d'été, pour son enthousiasme à suivre les travaux de la chaire, pour son soutien à nouveau lors de l'envoi et l'accueil de Musadak Sultan ici en Normandie pour réaliser les documentaires, et pour son invitation pour ma prochaine visite en présentiel au Pakistan en décembre prochain. Je vais terminer et à présent en remerciant le professeur Nicholas Robinson qui, avec Tony Oposa, a été un mentor absolument incroyable. Je pense que c'est une chance qui n'arrive peut-être pas 2 fois dans une vie que de pouvoir travailler avec des mentors comme vous. Professeur Robinson avait une intelligence et une capacité à être visionnaire, une inspiration. Vous êtes aussi un modèle dans le savoir-être et j'espère à mon tour pouvoir relayer auprès de la jeunesse votre manière de mentorer. Merci beaucoup à Tony Oposa. Tony Oposa avec qui nous avons le grand plaisir de parcourir la planète, mais aussi d'échanger en joie sur différents sujets et sur les droits des générations futures. Et pour les mots de la fin,
je dirais, en citant Tony Oposa, there is no limit to what you can achieve if you don't want to take the credit. Clap de fin pour la chaire d'excellence Normandie pour la paix. Je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous. Be well and see you somewhere else. Take care. Hi, James. Bye.